Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Bienvenue dans cet épisode de l'Instant Animal. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager un peu plus de mon histoire, de mon parcours et de ce lien si particulier que j'ai tissé avec les animaux au fil des années. C'est un lien qui pour moi va au-delà des mots. C'est un lien instinctif, intuitif. Ça n'est pas un lien que j'ai choisi, mais ça s'est imposé à moi. Alors on va commencer un petit peu par le début. Je suis née dans un univers un peu particulier parce que je n'ai pas été élevée par mes parents, mais par mes grands-parents paternels. En fait, quand j'étais enfant, ma vie elle se passait un peu entre deux mondes. Un monde où je vivais avec mes grands-parents, et puis aussi le monde où je pouvais être un petit peu à l'extérieur de la maison. Voilà, moi je crois que l'amour et les liens familiaux se tissent d'une manière différente. Mes grands-parents, eux, ils étaient assez connectés avec la nature, surtout mon grand-père, qui aimait bien aller se promener. Et on marchait tous les deux, on allait beaucoup randonner. On vivait dans un HLM, dans une société HLM, dans un appartement HLM plutôt, à Étouvie. Étouvie, c'est dans la Somme, c'est la banlieue d'Amiens. Donc s'il y a des gens ici qui sont de la Somme, eh bien Étouvie, vous savez où c'est. Et en fait, j'ai grandi dans un appartement HLM avec mes grands-parents qui avaient beaucoup d'enfants. Ils ont eu 13 enfants. Et sur les 13 enfants, à la maison, quand j'ai vécu avec eux, eh bien, il en restait vraiment 3. 3 qui étaient encore pas très loin de nos âges, mais quand même voilà, assez grands. Ma tante Brigitte, elle avait juste 6 ans de plus que moi et c'était celle, la petite dernière. J'ai vécu chez mes grands-parents avec mon frère Rémi. Et en fait, il n'y avait pas d'animaux chez mes grands-parents. Les animaux, on les trouvait dehors. On était vraiment très intéressés par les chiens, les chats que l'on pouvait voir, et puis aussi les oiseaux. Et en fait, moi, j'avais un rituel. À chaque fois qu'on trouvait un oiseau mort, eh bien, on faisait une sorte de cérémonie. Je me souviens très bien que je trouvais des petits morceaux de bois que je mettais en croix, je les nouais avec des herbes, avec des bouts de ficelle. Je faisais des petites croix de Jésus et puis j'enterrais les petits oiseaux que je trouvais là. C'était vraiment mon rituel à moi, une manière que j'avais de leur rendre hommage. Et puis on avait tout un petit cérémonial avec ces petits oiseaux-là. C'était comme une intuition, un peu quelque chose qui me guidait, une façon que j'avais déjà de me connecter à la fois de façon très simple. Et puis il y avait quelque chose de l'ordre d'une profondeur pour moi, pour ces petits oiseaux qui étaient morts. Et puis un jour, dans cette famille, il y a un chien qui est arrivé. Rolf, c'était un berger allemand. Et en fait, c'était pas du tout prévu. Puis bon, mes grands-parents, c'était pas du tout leur truc, les animaux. Bon, on a eu Rolf. Mon grand-père voulait un berger allemand, on l'a eu. Il n'est pas resté très longtemps, Rolf, mais c'est un chien que j'oublierai jamais. Je vais vous dire pourquoi. D'une part parce que il avait des grands yeux, et il avait toujours son nez qui était collé à la fenêtre du salon. Et il avait vraiment une manière de hérisser les poils. Il aboyait pas, hein, mais il hérissait les poils dès qu'il voyait des chiens qui passaient dans la rue. Et en fait, ma tante Brigitte et mon oncle Philippe, qui étaient là, me disaient non mais il faut absolument pas caresser le chien quand il a les poils comme ça qui sont hérissés. Donc effectivement, bon, moi je l'ai jamais caressé. Je pense qu'ils avaient vraiment peur qu'on se fasse mordre.
et on l'a jamais caressé. Et puis ce chien, un jour, il a plus été à la maison. Donc moi, ça m'a inquiétée, je l'attendais. Et les adultes qui étaient là m'ont dit qu'il était parti et qu'il ne reviendrait pas, qu'il était parti. Et en fait, c'était quelque chose de assez incompréhensible pour moi. C'était vraiment quelque chose de trouble parce que, en fait, on était en train de me mentir. Les adultes étaient en train de me dire que ce chien était parti alors qu'en fait, il était mort. Il était bel et bien décédé et il n'en a rien voulu me dire. Moi, pendant une semaine, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à dormir. J'ai passé une semaine à pleurer parce que ce chien, il revenait pas, qu'il était parti. Et en fait, j'ai eu ma première connexion avec lui parce que j'ai vraiment ressenti sa présence, ou en tout cas j'ai eu l'image de l'endroit où il pouvait être, parce qu'il était mort, où il était enterré, et j'ai vu qu'il était enterré dans une forêt. Et c'est bien longtemps après que j'ai effectivement appris par ma famille que ce chien avait été enterré en forêt par mes oncles. On n'avait pas voulu me le dire, et je pense qu'à l'époque, en fait, on ne disait pas grand-chose aux enfants, parce qu'on ne voulait pas leur faire de peine, sauf que en fait, ça nous rendait vraiment très très malheureux. Et puis plus tard, mes grands-parents, ils ont décidé de partir sur Lyon. Pourquoi? Parce que ma tante Brigitte, elle avait grandi, et puis il fallait qu'elle trouve du travail. Il n'y avait pas de travail à Amiens, et il y avait du travail à Lyon. Notamment, à Lyon, ils fabriquaient des jeans. Alors je ne sais plus si c'était la marque Levi's ou la marque Wrangler, qui existe peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, ceux qui sont encore de ma génération ont peut-être connu cette marque de jeans. Et ils sont partis à Lyon pour que ma tante puisse travailler. Et en fait, mes parents, ils ont décidé que nous, on n'irait pas à Lyon. Ni moi, ni mon frère. Donc ils nous ont récupérés. Moi, je suis allée vivre avec ma mère. Et mon frère est allé vivre avec mon père. Et là, c'est un autre chapitre de ma vie qui a commencé. Avec énormément de peine, énormément de tristesse. J'ai beaucoup pleuré. Mon frère, c'était vraiment pour moi un être très important. On était vraiment comme les 2 doigts de la main, ou les 5 doigts de la main. Je ne sais pas trop comment le dire, parce qu'en fait, on n'avait pas nos parents, puisqu'ils ne nous ont pas élevés. Et c'était la seule personne qui pouvait vraiment être proche de moi, parce qu'on faisait famille, lui et moi. Et le fait qu'on nous sépare, ça a été une douleur atroce. J'ai pleuré, encore, beaucoup. C'était vraiment très très douloureux et je pense que j'étais en dépression. Aujourd'hui, je m'en rends compte, mais je pense qu'à l'époque, on ne le savait pas. Donc ça a été vraiment une sale période de ma vie. Là où c'était plus sympa, c'est que en arrivant chez ma mère, ma mère, elle avait une chatte qui s'appelait Pamela. C'était une chatte toute noire. C'était une véritable tigresse. Et en fait, non, elle était noire et blanche. Et c'était vraiment une tigresse. On ne pouvait pas la toucher. Elle était sauvage, elle avait été adoptée par ma mère, elle venait de la rue. Elle aimait personne, sauf ma mère. Voilà, il y avait que ma mère qui pouvait la toucher, il y avait que ma mère qui pouvait lui faire des câlins, mais moi je ne pouvais pas. Et en fait, ma mère, elle vivait dans un petit appartement avec son amoureux, mon beau-père. Et dans ce petit appartement, il y avait une chambre. Et moi, je dormais dans le salon, dans ce qu'on n'appelait pas du tout à l'époque un clic-clac, puisque les clic-clacs n'existaient pas. C'était un canapé convertible. Vous voyez un petit peu ces matelas assez fins. Donc, c'était pas fameux pour dormir. Mais bon, voilà, je devais peser peut-être 30 ou 40 kilos à l'époque. Donc, du coup, c'est là que je dormais. Et Pamela, la nuit, elle essayait de me rejoindre, sauf que je pouvais pas la caresser parce que sinon, elle me griffait. C'était vachement compliqué avec ce chat. Le seul moment où en fait je pouvais la toucher, c'était quand elle était en chaleur. Et là, là, il n'y avait pas de problème. Pamela a été bien d'accord pour qu'on puisse lui faire des câlins. Je ne sais pas comment elle est partie, Pamela, je ne m'en rappelle pas. Mais je sais qu'on a déménagé. On a déménagé et là, en fait, dans ce nouveau logement,
euh, ma mère, elle m'a offert un chat. Elle m'a offert une chatte à nouveau. J'ai eu beaucoup de chats dans ma vie, plus que des chiens. Les chiens, c'est venu beaucoup plus tard. Je vous raconterai ça. Mais elle m'a offert un chat qu'elle avait acheté sur les quais de Paris. À l'époque, on pouvait acheter des chats sur les quais. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus. Mais à l'époque, c'était possible. Et elle était toute petite. On dit qu'aujourd'hui, on appelle ces chats-là des tortilles. Mais nous, on appelait ça écailles de tortue à l'époque. Et en fait, c'était une chatte qui était vraiment trop mignonne. Quand elle est arrivée chez moi, elle était tellement fatiguée qu'elle dormait debout en fait. Et on l'avait appelée Pee-wee. Pee-wee, parce que mon beau-père avait vu un film qui s'appelait Pee-wee, et il avait trouvé que c'était cool de l'appeler comme ça. Donc Pee-wee, ça s'écrit P-E-E-W-E-E. Et c'est une chatte qui a vieilli avec moi, qui a grandi avec moi. Et quand j'ai eu 16 ans, eh bien, elle m'a fait un cadeau. Bon, elle n'avait pas été stérilisée. À l'époque, on ne stérilisait pas les animaux comme on le fait aujourd'hui. D'ailleurs, on les tatouait pas, on les identifiait pas. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, elle avait eu des bébés, enfin, elle attendait des bébés. Et elle m'a attendu. Elle a attendu que je rentre du lycée pour faire ses bébés. Et là, je peux vous dire que cet instant-là, c'est un instant qui est gravé dans ma mémoire à tout jamais, parce qu'elle a vraiment attendu que je sois rentrée, et j'étais là, je la caressais, et c'était pour moi la première fois que je voyais des bébés animaux naître, et je l'ai aidée, j'ai été là juste pour la caresser, et j'ai vu dans son regard vraiment quelque chose de l'ordre d'un remerciement, de la reconnaissance. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, le lien qui m'unissait à Pee-wee, et que ça allait vraiment au-delà de l'amour. Il y avait vraiment quelque chose de nouveau que j'ai vraiment pu ressentir à ce moment-là. C'était une communication, c'était de l'empathie, c'était de la compréhension, et c'était sans les mots, sans avoir besoin d'une explication. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que tous ces moments, en fait, tous ces petits gestes, que ce soit les petits oiseaux que je pouvais enterrer et faire des rituels, des cérémonies religieuses à mon âge, euh, Pamela qui était inaccessible, sauf quand elle était en chaleur, mais bon, quand même, il y avait quelque chose qui se passait avec ce chat-là. Ce sont des intuitions, en fait, qui se sont manifestées dans ma vie très tôt. Et ça m'a guidée vers ce que je suis aujourd'hui. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que vous aussi, à votre niveau, vous avez dû vivre des choses comme ça. Si je l'ai vécu, vous avez dû le vivre. Du coup, ça va vraiment m'intéresser que vous puissiez me dire en commentaire un petit peu votre histoire, un petit peu ce que vous avez pu vivre de votre côté avec vos animaux. En tout cas, moi, mon lien avec les animaux, c'est pas qu'une simple affection. C'est une connexion, parfois silencieuse et même souvent silencieuse, mais vraiment toujours présente. Moi, je crois vraiment que chaque animal qui croise notre route, il a quelque chose à nous apprendre. Il a un message, il a une leçon. Moi, ça a été la leçon de la séparation. Rolf, quand il est mort, c'était encore comme un abandon que j'avais déjà vécu, puisque j'avais été abandonnée par mes parents. Et après, il y a eu de la réparation, parce que quand Pee-wee a fait ses bébés, il y avait vraiment quelque chose de très joyeux. C'était vraiment magnifique, en fait. Et c'est vraiment en écoutant ces intuitions, en suivant ce fil invisible, que j'ai commencé à comprendre la profondeur de la communication qu'on pouvait avoir avec les animaux. Ce qu'on appelle aujourd'hui la communication animale intuitive. En fait, c'est pas de la magie, c'est pas de la science, c'est juste écouter. C'est écouter ce qu'ils ont à nous dire à travers leurs gestes, à travers leur comportement, à travers leur regard. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de mon rapport aux animaux à l'âge adulte, à partir du moment où j'ai quitté le nid familial.
et de l'évolution de mes connexions intuitives. On va aller un petit peu plus profondément dans ce lien que j'ai tissé au fil du temps avec eux et comment ça a transformé ma vision du monde animal aujourd'hui. Alors voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces histoires de ce début de ma vie et de mes relations avec les animaux, ça a résonné en vous. Vraiment, j'attends que vous puissiez me dire ça. Je vous invite vraiment à me rejoindre. J'espère que vous allez avoir envie encore de m'écouter, que vous allez pouvoir avoir envie de partager avec moi vos ressentis, vos connexions avec les animaux. Parce qu'en fait, les animaux, ils ont bien plus à nous dire que ce qu'on croit en réalité. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.